Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 24 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Est-ce que la hausse de ce deuxième trimestre ne vous rappelle pas follement le quatrième trimestre 1999 ? En tout cas, le Nasdaq, lui, affiche un peu plus de 30% de hausse depuis le 1er avril et le Nasdaq 100 affiche plus 33%. Une performance telle qu'on n'en avait pas connue depuis le dernier trimestre 1999. Une époque où la croissance était vraiment rugissante, pour reprendre l'expression de Donald Trump. Une croissance supérieure à 4%, des bénéfices qui grimpaient de plus de 15% par an, alors que là on est parti pour moins 8 de croissance et des bénéfices en baisse probablement de 25% en année pleine. Oui, décidément, en 20 ans, il s'est vraiment passé quelque chose pour que des conditions inverses à celles du quatrième trimestre 1999 aboutissent à des performances boursières non seulement équivalentes, voire même légèrement supérieures. Alors, il y a quand même un bémol, puisque le Dow Jones, lui, ne gagne que 19 à 19,5% depuis le 1er avril. Les cycliques, décidément, ne sont toujours pas dans leur assiette, et les valeurs dites de croissance continuent d'accroître leur avance, leur avantage par rapport à la moyenne des valeurs du Dow Jones ou du S&P 500. Alors hier soir, le titre Apple a franchi pour la première fois la barre des 1600 milliards de capitalisation. Pour Microsoft, on a également soulevé la barre des 1500 milliards et Amazon, qui n'était pas en reste, a également dépassé les 1360 milliards de dollars. Autrement dit, en trois valeurs, vous êtes pratiquement à 5000 milliards de dollars. Vous les dépassez évidemment en rajoutant Alphabet, Google. Donc, 4 valeurs qui représentent désormais 50% du Nasdaq 100. Et si vous rajoutez Netflix, Nvidia, pour composer les fameux Fangman, eh bien, vous êtes à plus de 55% de la valorisation du Nasdaq 100 et à 50% du Nasdaq Composite, l'indice élargi. Donc tous ces chiffres évidemment nous donnent littéralement le vertige, puisque l'on sait grosso modo que la contraction de la croissance au deuxième trimestre devrait se situer aux alentours de moins 33, moins 35% aux États-Unis, tandis qu'en Europe on devrait être aux alentours de moins 17, moins 18%. Ce qui ne va pas réellement effrayer le marché, puisque c'est déjà, entre guillemets, dans les cours. Mais la valorisation, elle, globalement, atteint des niveaux qu'on n'avait jamais approchés, même à l'automne 1999, puisque, je le répète, les niveaux de croissance de l'époque étaient juste l'inverse et le double inversé d'ailleurs de ce que l'on espérait pour l'année 2020. On s'attendait à 2% de croissance aux États-Unis, on en avait 4 à l'époque. Voilà, donc tout ça est absolument vertigineux et semblerait-il certains opérateurs auraient peut-être justement été saisis de vertige ce matin en découvrant l'indice IFO, l'indice c'est le baromètre du moral des milieux d'affaires en Allemagne, qui pourtant est meilleur que prévu. Il grimpe de 79 vers 85,6. On n'attendait que 85 hier. Des PMI ressortis supérieurs aux attentes, meilleurs que prévu, avaient fait bondir au contraire les indices et le CAC 40 s'envolait au-delà des 5000.
En fait, il s'est arrêté à 5040, et ça, c'est peut-être pas un hasard, puisqu'à 5044, il y avait un gap resté béant depuis le 10 juin. Il a donc été comblé, puisqu'on est allé chercher même 5046 au plus haut du jour. En ce qui concerne l'Eurostoxx, il est venu tester ce seuil symbolique des 3333 points pour retomber derrière. Autrement dit, je ne crois pas que l'IFO soit le responsable de la rechute des marchés parce qu'il aurait finalement déçu, meilleur que prévu, mais pas assez. Alors qu'hier, les PMI, alors prétendument bien meilleur que prévu, mais en fait en très fort repli par rapport à juin 2019, tout ça n'était qu'un prétexte. Hier, il y avait encore du gaz pour tirer les indices, et notamment le Nasdaq, pour qu'il aille battre un nouveau record absolu. Et puis aujourd'hui, on a l'air peut-être de se dire qu'on a atteint... bien, qu'est-ce qu'on a atteint en fait? Regardez le graphique du Nasdaq 100 sur 6 ans et tracez une résistance entre tous les précédents sommets. Et vous allez voir que la résistance passait aux alentours de 10 250. On a atteint les 10 300 hier. Pour le Nasdaq Composite, vous tracez la même ligne de résistance et vous obtenez un sommet de canal à 10 150. Pile poil le niveau testé hier soir. Et puis il y a aussi une autre manière de record, c'est que le Nasdaq a aligné 20 séances de hausse sur 23, dont 8 séances de hausse consécutives. Là, on coche toutes les cases de tous les records de série haussière. On est dans un marché qui est paroxystiquement haussier. Et on parlait de bulle en 1999, mais à l'époque, on avait de la croissance. Aujourd'hui, on a les mêmes niveaux de performance trimestrielle sans la croissance, sans les bénéfices, et sans, on va dire, tout le discours sur le nouveau paradigme, la nouvelle économie. Là, il n'y a pas de nouvelle économie, il n'y a qu'une nouvelle planche à billets. Voilà. Nous vous retrouvons demain pour notre quotidienne et tous nos abonnés pour notre direct depuis nos studios sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, on a repris les vidéos du Tigre car... les personnels de BFM étant en grève, face à un plan de licenciement qui porte sur 30% du personnel, eh bien, je ne me suis pas rendu dans les studios de la zone d'ici les Moulineaux. Très bonne fin de journée à vous tous et soyez très très prudents sur les marchés.